Et je vais laisser du coup maintenant la parole à Laurence. Merci Sarah. Je vais demander le contrôle. Voilà. Donc, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce quatrième webinaire déjà organisé par l'Association des archivistes francophones belges. Donc, comme vous pouvez le voir et comme vous le savez certainement, le thème qui nous intéresse aujourd'hui est assez vaste et à mon sens très intéressant. Donc, c'est comment convaincre le top management d'investir dans la gouvernance de l'information. Donc, vous le savez tous avec votre expérience personnelle sans doute que on voit plus souvent les coûts que les bénéfices qu'on peut tirer d'une stratégie de gouvernance de l'information ou de gestion de l'information au sens large du terme. Et donc, on va voir aujourd'hui comment convaincre ce top management qu'il est intéressant et même très important d'investir dans ce type de stratégie. Alors, pour le webinaire, nous avons évidemment des intervenants. Je vais trop vite. Voilà. Je vais les laisser se présenter un à un. Tout d'abord, nous avons Marc Ansoult d'Exquando. Marc, si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, bonjour, mon nom est Marc Ansoult, je suis responsable d'Exquando, une PME établie à Wavre et forte d'une trentaine de consultants. Donc, nous sommes la tête dans les étoiles de temps en temps avec la consultance en gouvernance, mais aussi les pieds sur terre avec des prestations document control dans le monde de l'engineering et avec du record management dans le secteur public. Et donc, je suis ravi de partager ce moment avec Laurence, avec Florian, Olivier et vous tous. Merci Marc. La magie des réunions à distance nous permet d'avoir un intervenant Je n'ai pas eu à traverser la frontière, effectivement. Voilà, ça aurait été un déplacement essentiel, donc ça aurait été correct. Olivier, si tu peux te présenter. Oui, donc bonjour, Olivier Valbec, je dirige Alfeo, qui est un éditeur de logiciels de knowledge management. Effectivement, on est basé à Lille, donc on aurait pu traverser la frontière sous couvert du prétexte d'être frontalier. On est une société d'une soixantaine de personnes, on est donc basé à Lille et on développe, nous, des logiciels pour gérer tout ce qui est gestion de l'information et de la connaissance de manière générale. On intervient dans des domaines vraiment très variés, hein, que ce soit des domaines d'entreprise privée, de secteur public, d'enseignement supérieur, enfin, voilà, on a des clients assez variés et notre métier, nous, c'est de mettre en place et de paramétrer notre produit dans des contextes adaptés aux besoins des clients. Voilà. Parfait, merci Olivier. Et enfin, Florian Delabille, que vous connaissez déjà pour le fait qu'il a notamment animé un webinaire précédemment. Mais Florian, je te laisse te présenter dans ton rôle d'aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, donc Florian Delabille. Aujourd'hui, j'interviens avec ma casquette Soprasteria. Donc Soprasteria, on est quoi? On est un gros groupe français, mais donc ici c'est Soprasteria Benelux, on est basé à Bruxelles. Et c'est bien parce qu'on complète un peu le panel de l'organigramme IT, puisqu'on a Exquando avec la consultance, Olivier avec les produits, et nous on est vraiment intégrateur de services. Donc on est, je dirais, techno-agnostique dans tout un tas de domaines et qui vont de la sécurité de l'information à la protection de la vie privée et évidemment gestion de l'information ou gouvernance de l'information au sens plus large. Parfait, merci beaucoup. Je vais rendre le contrôle à Sarah. Voilà, donc en fait, le webinaire aujourd'hui se déroulera en 3 temps. Le premier temps sera dédié à une définition, même si évidemment, vu le temps qui nous a imparti, ça va être difficile d'aller dans le détail, mais une définition de ce qu'est la gouvernance de l'information, quels en sont les éléments principaux. Et là, c'est Marc qui va intervenir sur ce sujet, principalement, ou en tout cas en introduction. Nous verrons ensuite avec Florian quels sont les bénéfices qui peuvent être attendus de la mise en œuvre d'une stratégie de gouvernance de l'information. Et ensuite, Olivier introduira la dernière partie qui s'attardera sur par où commencer, en fait. Vu que c'est un sujet tellement vaste, par où on peut commencer pour une stratégie de gouvernance de l'information. Donc, pour le premier point, je vais laisser la parole à Marc et je te laisse le contrôle de la présentation.
est-ce que j'ai le contrôle? Moi, je ne l'ai plus, Sarah. Utiliser la disposition du clavier de... Je vois que tu as le contrôle. Ah oui, voilà. Excusez-moi, c'est pas tout simple, je dois travailler avec ma souris. Et voilà. Bon, allez, on y va. La gouvernance de l'info, c'est un concept qui est un peu utilisé à toutes les sauces pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on voudrait travailler un peu en première partie sur sa définition. Et vous avez entendu déjà qu'on parle de gouvernance et de gestion de manière parfois un peu non différenciée. Alors moi, je vais travailler sur le mot gouvernance vraiment ce matin avec vous. Et donc, ce mot gouvernance, il est sorti du dictionnaire dans les années 90 à la suite de la crise de l'État-providence et essentiellement par des économistes et des politologues anglo-saxons. On parlait de governance. Et dans le contexte de la governance, on dit que la gouvernance qui s'appliquait aux États, c'est quelque part l'art de gouverner. Mais avec une préoccupation particulière à ce moment-là, c'était de promouvoir un mode de gestion des affaires publiques qui soit fondé sur la participation non seulement du gouvernement, mais aussi de la société civile à tous les niveaux. Et donc, on peut dire que la gouvernance, c'est l'art de gouverner. Gouverner, c'est répondre à la question comment fait-on quelque chose ensemble, ici dans le cadre d'une situation de difficulté, de crise. Moi, j'essaie de cliquer, de passer à l'écran suivant. Voilà. Alors, le quelque chose, c'est la gestion de l'État et le ensemble, c'est le gouvernement et la société civile. Le fait de mettre la société civile dans le circuit, évidemment, ça facilite, ça limite la résistance au changement quand il faut faire passer de nouvelles décisions et surtout des restrictions ou des limitations en matière de pension, de soins de santé. Donc, on dit qu'on parle de gouvernance quand on rencontre des difficultés et que quand on réfléchit gouvernance, on parle réforme des instances au pouvoir, avec parfois une réorganisation du pouvoir, une nouvelle répartition du pouvoir entre de nouvelles instances. Alors, ça se passe à tous les niveaux de pouvoir, qu'il s'agisse de la planète, des États, des organisations, des départements ou même des projets. Et il en va de même avec l'information qui se gouverne et qui se gouverne à toutes les échelles. Alors, quand on parle de la gestion de l'information, j'espère que vous pouvez lire dans la petite bulle bleue, c'est plus la crise de l'État-providence qui est à l'origine de la gouvernance de l'information, c'est plutôt la digitalisation qui a cours depuis une trentaine d'années. Et donc, la gouvernance de l'information, on peut la définir comme un art de gouverner. Gouverner qui est répondre à la question comment fait-on quelque chose ensemble. Le quelque chose devient, c'est plus la gestion de l'État, mais c'est la gestion de l'information. Et le ensemble n'est plus le gouvernement et la société civile, mais toutes les parties prenantes qui ont un pouvoir ou un intérêt à la gestion de l'information. Et donc, vous voyez bien ici la différence entre gouvernance et gestion. On va y revenir. Alors, si aujourd'hui, beaucoup de choses sont bien plus faciles grâce à ces 30 ans de digitalisation, se pose quand même un certain nombre de questions. Par exemple, le comment vivre ensemble, en société, en famille, au travail, dans un nouveau monde digitalisé qui se joue de nos données, de nos identités. Marie-Laurence de l'association a posé récemment la question de comment va-t-on archiver ce monde digital pour pouvoir en faire l'histoire plus tard. Il y a encore d'autres questions sur lesquelles peut-être Florian va revenir tout à l'heure, c'est où sont stockées nos données, à qui appartiennent-elles, qui peut y avoir accès, sont-elles correctement protégées, sont-elles utilisées à notre insu? Et donc ça fait toute une série de questions, malgré 30 ans de digitalisation, sur lesquelles on n'a pas de réponse. Alors on peut se poser des questions, mais pourquoi on n'a pas de réponse à ça? Alors si on regarde la gouvernance, de nouveau le concept de gouvernance, pas de gestion, le concept de gouvernance des États, ou le concept de gouvernance des entreprises ou des projets, on retrouve typiquement trois parties prenantes. Ces trois parties prenantes sont
une instance de pilotage qui gouverne, une instance d'exécution qui gère et une instance de contrôle. Donc, la gouvernance répond à la question comment fait-on ensemble? Ensemble, toutes les parties prenantes. Dans les parties prenantes, généralement en gouvernance, il y a ces trois-là. Et si on ne sait pas répondre aux questions, c'est probablement que ces trois parties-là ne sont pas clairement établies. Alors, pour montrer comment elles ne sont pas tout à fait établies aujourd'hui, je prends l'exemple, j'ai dit qu'on travaille à toutes les échelles. On va prendre la première échelle qui est l'échelle de la planète. Et donc, si on écoutait la radio ce matin, on a entendu parler de Facebook et du dernier roman de Bernard Lévy. Et on peut considérer que Facebook est une instance de gestion. Donc, c'est une bulle orange. C'est une sorte de régie publicitaire ou de ministère de l'information mondiale. Facebook est questionné depuis de nombreuses années. Et pour répondre à ces questionnements, Facebook s'est équipé d'une instance de contrôle, enfin, ce qu'ils appellent une instance de contrôle. C'est le Facebook Oversight Board, dans lequel ils ont mis des prix Nobel. C'est financé par la fondation Facebook et ça a commencé ses travaux après les dernières élections américaines. Bon, ça, c'est une instance de contrôle, on peut la discuter. Et elle est discutée parce que dans la société civile, il y a eu le Real Facebook Oversight Board, qui est peuplé de journalistes du Guardian et de Robin des Bois. Et eux, ils n'ont pas attendu la fin des élections américaines pour faire connaître leurs avis. Évidemment, ils ne sont pas financés par Facebook, ceux-là. Alors, au niveau des instances de gouvernance, dans ce système-là, dans la boule bleue, c'est récemment seulement qu'on a vu l'Australie tenter de reprendre le contrôle des droits d'auteur et donc qui rentrait en conflit avec Facebook. Et donc, nos démocraties tentent de reprendre le contrôle aujourd'hui, mais avec un peu de retard quand même. Donc, ces trois instances ne sont pas correctement installées ni représentées. Au niveau national, en Belgique, dans la presse, encore, aujourd'hui, on discute d'institutions qui contrôlent nos données de santé. On parle du peu d'application du Parlement et on parle d'instituts, de l'instance de contrôle qui est un peu divisée. Et certains représentants de l'instance de contrôle ont déposé plainte au niveau européen pour conflit d'intérêts dans ce système-là. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas trop comment sortir de la situation aujourd'hui. Ça mine la confiance dans le système. Au niveau de vos organisations, de vos entreprises, mais vous allez constater que c'est peut-être la boule orange, de nouveau, qui s'est déclarée la première et que les deux autres manquent. Donc, si on ne sait pas répondre aux questions sur la gestion de l'information, où sont nos données, qui peut y avoir accès, comment les archiver, la conclusion de tout ça, c'est que pour gouverner l'information et répondre à ces questions, il faut, au-delà de l'instance de gestion, donc au-delà du Facebook, de la SMALS ou d'un Data Office, qui se sont développés les premiers du fait des progrès technologiques, il faut également une instance de contrôle et une instance de gouvernance, et qu'en général, aujourd'hui, après 30 ans de digitalisation, au moins l'une de ces deux instances manque pour former une gouvernance qui fonctionne. Alors, Marc, si tu peux passer peut-être aux éléments vraiment plus concrets, on est déjà bien avancé dans le temps pour que tes collègues puissent intervenir. Merci à Laurence de m'interrompre. Elle le fait. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est pas grave, je l'ai dit, tu le fais, c'est bien. Il faut que j'aille plus vite. Les deux autres intervenants n'hésitent pas évidemment à intervenir s'ils ont des... Mais la gouvernance, ce sont ces instances-là, ces trois instances, quand elles sont mises en place, et les règles et les processus collectifs par lesquels ces acteurs vont participer à la décision et à la mise en œuvre de la gestion. Voilà. Et donc, pour cadrer cette gestion, ces instances sont là. Alors, quelle décision une instance de gouvernance pourrait prendre? Par exemple, une décision par rapport à la subsidiarité, c'est-à-dire quelle info est gérée à quel niveau de l'organisation. De nouveau, c'est un sujet à l'ordre du jour. Excusez-moi, c'est un sujet à l'ordre du jour. Les sources authentiques de données, par exemple, sont discutées aujourd'hui et on ne sait pas très bien, comme on n'a pas d'instance de gouvernance, on ne sait pas très bien qui peut les gérer. Est-ce que c'est géré au niveau national, au niveau régional, au niveau provincial, communal, etc.
Et donc, finalement, le schéma de la gouvernance tel que moi je le présente ici, c'est quelque part que, vu la situation dans laquelle on est, on devrait réfléchir à ces instances et les mettre en place. Et peut-être les mettre en place via une assemblée constituante. C'est ce qu'on fait quand on est dans un état de révolution. On met en place de nouvelles instances et par exemple, un pouvoir juridique, législatif et exécutif, et on donne des mandats clairs, officiels, on donne des moyens, des budgets à ces instances pour qu'elles fonctionnent, que les instances de gouvernance définissent une politique informationnelle et que cette politique informationnelle cadre la manière dont la gestion de l'information soit réalisée. Alors, je voudrais juste encore dire un mot. Une petite question, si je peux me permettre, Marc, c'est pour moi que j'interromps peut-être à un moment clé de... Non, vas-y. Oui, moi j'avais une question. On voit bien l'intérêt d'avoir ces instances de gouvernance et effectivement la maîtrise de l'information et de la façon dont elle est communiquée, stockée, gérée, préservée et mise à disposition est très importante. Est-ce qu'il n'y a pas également puisque dans les objectifs de la gouvernance de l'information, on vise également la compétitivité, est-ce qu'il n'y a pas une instance de gouvernance qui est liée à la compétitivité, à la recherche de compétitivité, qui peut rentrer parfois en collision avec les autres instances dont tu as parlé? Oui. Je dis, l'information, parfois, elle peut être vue comme un bien commun. Et donc, c'est l'Assemblée constituante et toutes les parties prenantes. Et dans les parties prenantes, enfin, dans les personnes qui participent à une Assemblée, il peut y avoir des gens qui sont en compétition et il faut régler ça. Mais je ne mettrai pas Ou la compétitivité d'une structure vis-à-vis de ses propres concurrents, ou donc l'amélioration des processus. Tout ça, ce sont les conséquences de la mise en place d'une gouvernance. Mais tu parlais de Facebook tout à l'heure, et effectivement, là, il y a une recherche de compétitivité, si on peut dire, qui est plus liée à la communication et une forme d'hégémonie dans la communication. Et parfois, cette recherche de la compétitivité peut rentrer en collision avec les instances dont tu parlais précédemment. Oui. C'est un sujet vaste, c'est assez difficile d'en parler en 2 minutes. Mais ce que je voudrais te dire, puis j'entends bien ce que tu dis, c'est que il y a une partie compétitivité. Cette partie compétitivité, elle est dans le monde néolibéral, elle fait partie du monde de l'économie. Et la digitalisation s'est déployée dans un monde libéral et on s'est retrouvé aujourd'hui avec une situation de monopole qui n'a pas été gouvernée. Et donc aujourd'hui, il y a une rediscussion par rapport à tout ça. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais juste dire encore pour clôturer, et Olivier, on se reprendra après, hein, j'aurai plaisir à discuter, et puis peut-être les autres aussi, mais le temps passe. Dans la définition de la gouvernance, il est marqué « art de gouverner », et je voudrais juste dire un mot sur l'art. L'art, il est dans la gestion des personnes qui représentent les parties prenantes. Et dans ces personnes, il y a des intérêts, des histoires, des politiques, des philosophies, des compétences tellement différentes. Et que pour arriver à gérer l'information avec toutes ces parties prenantes, il faut arriver à combiner leadership, compétences et mettre tout ça en mode intelligence collective. Donc voilà, c'est la partie humaine de la matière, de la gouvernance. Voilà. Là, je vois que le temps passe, donc je vais rendre la main. Voilà, Olivier, merci pour déjà ton intervention. Florian, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou peut-être des éléments. Oui, peut-être juste, merci Marc, concrets. effectivement, c'est très intéressant Marc, mais je ne pense pas qu'on va refaire une révolution brabançonne de notre côté en matière de gouvernance de l'information. Hein. Ici peut-être pour revenir un petit peu plus au concret et à l'intérêt des organisations, parce que ça se joue à plusieurs niveaux, effectivement. Et il y a le premier niveau un peu plus national ou supranational, comme mentionnait Olivier. C'est vrai qu'il y a une partie compétitivité, recherche de compétitivité, qui fait que ça n'a pas toujours été contrôlé. Et donc là, ça passe par toute la partie réglementaire. Et donc, c'est là qu'on voit que des réglementations comme le GDPR, comme la directive Nice, par exemple, sur la sécurité des réseaux, comme maintenant le Data Act que l'Europe veut faire passer dans les mois et les années à venir, c'est effectivement des nouveaux cadres en fait, pour rattraper ou pour faire état qu'il y a un constat, c'est qu'il y a des dérives. Et après, la gouvernance pourra s'appliquer
quand on parlait de l'opposition avec la compétitivité, ben, c'est justement ça. C'est pour contrer en fait les dérives entre guillemets de la compétitivité, mettre un cadre légal ou réglementaire, et puis après avoir une instance de gouvernance. Typiquement, c'est ce qu'a voulu faire le GDPR avec les autorités de protection des données dans les différents États. Mais juste pour revenir, du coup, pour moi, à la définition de la gouvernance de l'information, bon, y a des définitions qui commencent petit à petit à s'imposer. Si on prend celle de... et donc, si on parle uniquement au niveau de l'organisation, de l'entreprise, pour ne pas sortir du cadre, c'est la définition que ARMA pousse, ou l'association Information Governance aux États-Unis. C'est vraiment l'idée, c'est de maximiser en fait l'utilisation de son information tout en minimisant en fait les risques et les coûts du fait de la détenir, en fait. Puisque toute organisation, quelle que soit sa taille, quel que soit son objectif, sa mission, détient l'information qu'il va falloir d'un côté maximiser. Et donc ça, je vais revenir pour la deuxième question après, ça fera le lien, mais maximiser pour l'utiliser en interne, qui a accès, etc. Et puis après, gérer les risques et gérer les coûts, en fait. Et les risques viennent aussi, et comme ça je fais peut-être le lien avec ce qu'Olivier mentionnait, c'est toute la partie, les dérives dans la compétitivité, c'est du coup le cadre réglementaire qui est imposé, avec éventuellement des amendes, enfin, voilà, ce genre de choses qu'on doit mettre en place au niveau d'une organisation, de nouveau, parce que voilà, on ne sait pas changer le monde, enfin, on peut tous y participer, mais on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc voilà. Justement, Olivier, en troisième partie, nous abordera ce point-là de savoir par où commencer justement voilà, la petite pierre à l'édifice qu'on peut apporter par rapport à cette révolution-là. Donc, on est d'accord de dire que la gouvernance de l'information, c'est une stratégie complexe à mettre en place avec des instances, comme tu le disais, Florian, avec un cadre légal qui vient un peu justement encadrer cette enfin, voilà, ces divers acteurs qui viennent sur le marché et qui viennent chacun avec leurs solutions. Maintenant, le cadre légal peut lui-même devenir une opportunité de la gouvernance de l'information pour justement s'y rattacher. Olivier, avant qu'on passe au deuxième point, je ne sais pas si tu as des éléments à aborder. Non, pas spécialement. Ok. Parfait. Merci pour vos interventions respectives. Marc, merci pour ce paysage de la gouvernance de l'information. Je vais donc laisser la parole maintenant à Florian pour qu'il introduise le thème un peu plus spécifique au thème du jour, donc comment convaincre le top management, donc quels sont les bénéfices à mettre en avant par rapport au top management en ce qui concerne une gouvernance de l'information, pourquoi est-ce qu'il devrait investir finalement dans ce type de stratégie. Florian. Voilà. Excuse-moi, je me permettrai de faire comme avec Marc, de marquer le temps. Même mon petit chrono, mais j'ai tendance à l'oublier. Voilà, bah donc effectivement, on arrive un peu dans le cœur du sujet maintenant. Enfin, c'est vaste, hein, évidemment, mais de ce webinaire, l'idée, c'est de se dire la question de base. Donc, si je rappelle, c'est comment convaincre en fait le top management d'investir, parce que bah, ici, on a parlé, voilà, il y a le cadre supranational, il y a le cadre de l'organisation, mais après, concrètement, quand on est devant un directeur, devant un administrateur général ou que sais-je, un CEO ou quel que soit le titre, à un moment donné, il faut les convaincre d'investir dedans. Donc, juste investir du temps, dédier des personnes, c'est déjà pour eux parfois difficile. Et donc, voilà, il faut trouver les bons arguments et savoir sur quoi on va fouiller. Alors, juste un petit détail aussi qu'on n'a peut-être pas mentionné dans la première partie, la gouvernance de l'information, donc on parle effectivement, parce que nous, ici, on est tous entre nous, je veux dire, gestionnaires de l'information au sens large. Mais pour moi, la gouvernance de l'information, au niveau organisationnel, ça implique beaucoup plus de choses. Donc, ça implique aussi la partie sécurité de l'information, la protection des données à caractère personnel, tout ce qu'on appelle le IT governance, donc la gestion de l'IT, la gestion des applications, data governance, enfin voilà, il y a tout un tas d'autres initiatives. Et alors, quand on essaye du coup de convaincre, de discuter avec un responsable dans une organisation, et ça, que ce soit au niveau gouvernance de l'information ou plus au niveau des projets de gestion de l'information, on a souvent eu tendance, en fait, et c'est normal, on continue, c'est d'utiliser les mesures un peu classiques de valorisation.
Donc, je vous passe les calculs de valorisation d'entreprise ou d'assets, ce genre de choses en finance. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que souvent, on va avoir 3 sujets sur lesquels on va essayer de vendre son projet. On va se dire, tiens, est-ce qu'il y a des revenus financiers à court, à moyen ou long terme? Typiquement, ça, c'est la réflexion quand on crée une société ou quand on va créer un nouveau service, un nouveau produit. Voilà, c'est les aspects plus financiers, de se dire, si je fais ça, est-ce que je vais y gagner quelque chose pour des nouveaux clients, des nouveaux trucs, enfin, voilà, des nouveaux streams de revenus, ce genre de choses. La deuxième approche qu'on a souvent, et c'était une question que moi j'ai déjà eue, j'ai encore régulièrement, même surtout au début de ma carrière, à un moment donné, c'était de se dire, oui, ok, ça a l'air bien beau, mais quel va être le retour sur investissement? Donc, c'est-à-dire que l'employeur, le décideur va dire, ok, je vais mettre autant d'argent dans tel logiciel, dans tel système, dans telle et telle personne, je vais les former, etc. Mais quel va être concrètement le retour sur cet investissement? Alors, il y a tout un tas de calculs scientifiques du côté finance pour répondre à ce genre de choses, mais on se rend compte qu'en gestion d'information ou en gouvernance d'information, c'est très complexe d'identifier ces points-là parce que, et c'est le troisième point que j'ai mis, souvent on essaye de justifier, si vous réfléchissez un petit peu, comment justifier le fait d'avoir un outil comme ou un outil contrôlé et gouverné comme du SharePoint, du Alfresco, Documentum, pour en citer 3. Hein. On reste dans les règles de la concurrence. C'est de se dire concrètement comment on va le vendre. Et là, souvent, on essaye en disant oui, mais on va gagner en temps de travail parce qu'on sera plus efficace, parce qu'à un moment donné, les gens vont trouver plus facilement les documents, on va pouvoir mieux contrôler l'accès aux documents, etc. etc. Mais ça, c'est bien, mais ça devient difficile à quantifier, en fait. Et donc, pour un décideur, ce que je dis souvent, ce que j'explique souvent, c'est qu'à un moment donné, il faut leur parler, il faut leur donner des chiffres. Je pense qu'on a 2 CEO dans le panel ici, donc je ne pense pas qu'ils vont me contredire, j'espère. Et donc, souvent, quand on doit donner des chiffres, alors si ça apparaît, voilà, là, il y a quelques chiffres on commence à apparaître, et donc on trouve des autres outils. C'est de se dire, par exemple, si vous prenez dans différentes études, on a... voilà. OK. Bien. On estime, par exemple, en 2019, la valeur d'un profil Facebook, d'un profil d'un utilisateur, donc une seule personne, était estimée à $210. Donc ça, c'est grosso modo la valeur. Juste, donc ça veut dire que si Facebook perd un utilisateur, ils perdent $210. Et donc, c'est une valeur annuelle. Donc, à côté de tout le reste, évidemment, puisqu'il y a des revenus publicitaires, mais bon, voilà, c'était une estimation. Après, quand on veut donner des chiffres, on peut utiliser aussi tout ce qui est perte de données. Et donc là, on a une étude de Forbes en 2020 qui a estimé qu'à chaque fois qu'on perd un record, donc que ce soit un record dans une base de données ou que ce soit un document, c'est grosso modo l'équivalent de $150 juste pour pouvoir le récupérer. Donc, une perte de données, donc il y a le fait de le perdre en lui-même et après le fait de le récupérer, etc. Ils estiment, c'est des estimations à grosse couche, $150. Ou alors, on a maintenant, et donc ça, c'est un super levier, Laurence en parlait, on a notre GDPR en Europe, où je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais donc récemment, c'était en fin 2019, il y a eu et c'est la plus grosse amende dans le domaine de la gestion de l'information, qui était au Danemark, si je ne me trompe pas. Donc, qui était une amende à hauteur de 14,5 millions d'euros pour une société qui n'avait pas documenté ses délais de conservation et ne les avait pas appliqués. Donc, vous voyez que ça peut vite chiffrer. Et donc là, ça nous fait de bons arguments à un moment donné. Donc, ça, c'est des informations qu'on peut commencer à essayer d'utiliser. Et alors, le deuxième point, pour convaincre le management, quand on parle plus de gouvernance d'information, parce que là, on est plus dans le côté gestion de l'information au quotidien, si on prend un pas de recul, c'est de se dire, c'est de faire comprendre au management que c'est un enjeu stratégique, en fait. Et donc, je vous ai mis un peu le petit schéma quand on prend une organisation. Donc, dans une organisation, on a le niveau stratégique, tactique et opération. Nous, on est souvent au niveau des opérations, mettre en place les délais de conservation, le tableau de gestion, ce genre de choses, mais on oublie parfois de monter et d'avoir des interlocuteurs au niveau tactique et stratégique. Et donc, il faut faire comprendre au top management que gouvernance de l'information, c'est un enjeu stratégique. Puisque ça va permettre de coordonner les initiatives, je vous l'ai dit, sécurité de l'information, etc. Ça va vous donner une vision holistique de tous vos assets informationnels, donc sur l'ensemble de l'organisation, et pas juste par petits départements. Et de se dire, en lien avec ce que je vous mentionnais au niveau des chiffres au-dessus, de faire comprendre, prendre conscience que l'information, en fait, c'est une ressource, c'est un asset, au même titre que les ressources humaines, que les ressources financières d'une organisation. Et donc ça, il faut essayer de faire comprendre ça. C'est pas évident, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous le conçois.
Donc voilà. Alors, si ça veut bien avancer, oui, voilà. Donc, grosso modo, moi, et je terminerai là-dessus, je vais aller vite parce que je vois que le temps file. Donc, de plus en plus, moi, pour essayer de convaincre en fait, le management, il faut essayer de prendre ce que j'appelle l'approche par le risque, où c'est de se dire, justement, on revient à la définition que je vous disais de la gouvernance de l'information, qui est maximiser la valeur de l'information ou la valorisation, tout en minimisant le risque. Voilà. Hop. OK. Et donc, on va essayer tout d'abord de minimiser les risques. Et donc, quand on va discuter avec un top management, on va dire il y a tout un tas de risques qui sont liés à l'information. Effectivement, on a les risques légaux. Maintenant, le GDPR, je vous ai donné la dernière grosse amende, donc ça permet de faire un petit peu peur à certains top managers. Mais on a des risques financiers avec des amendes, avec des pénalités ou alors des manques à gagner, je dirais. On a des risques opérationnels parce qu'on ne retrouve pas le document, parce que on recrée un document, parce que, par exemple, on a un contrat, mais on ne sait pas quand il tombe à échéance et donc on ne l'a pas renouvelé, etc., etc. Voilà, il y a tout un tas de risques qu'on peut continuer à identifier et on va essayer de mettre en place tout un tas de mesures pour minimiser ces risques. Donc, sauvegarder les informations engageantes, garantir l'authenticité et l'intégrité d'un document via tout un tas de techniques, permet d'identifier tout de suite sur quel lieu de stockage est un document, et éventuellement s'il est dupliqué pour avoir une deuxième copie. Voilà, ce genre de choses, ça va permettre de minimiser le risque. Et à côté, en parallèle, on va avoir tous des points d'attention, en fait, des points d'optimisation pour maximiser la valorisation de l'information. Notamment un point, je vais ici juste en soulever un seul, c'est de se dire qu'on va essayer de rationaliser en fait la gestion des documents. Donc ça, souvent, c'est un point qui intéresse les responsables IT, plus que les décideurs, je veux dire, dans les grosses organisations. C'est de se dire, en fait, vos espaces de stockage, on va les rationaliser parce qu'on va supprimer les doublons. Bon, ça, c'est un truc classique, mais c'est aussi, à un moment donné, on peut vous mettre du stockage d'archivage, par exemple, qui coûte moins cher dans le cloud, ce genre de choses, pour dire, en fait, voilà, ça coûte moins cher au niveau du stockage et on n'a pas forcément besoin de garder autant de données sur du stockage en ligne, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est un peu voilà, très, très rapidement et succinctement les arguments ou les points sur lesquels on peut essayer de jouer pour voilà, essayer de convaincre en fait, le top management pour identifier les bénéfices en fait, de la On voit bien gouvernance. le shift que tu proposes de ne plus se baser uniquement sur l'aspect macro, je vais dire, de l'information, de se dire qu'on la retrouve plus facilement, qu'on gagne du temps de travail, de sortir un peu de ce carcan-là. Juste avant de laisser la parole aux deux autres intervenants, on a dans les commentaires quelqu'un qui demande si l'étude de Forbes est disponible. Je ne sais pas si tu peux éventuellement la partager par la suite, si on peut mettre un lien sur la page du webinaire où le replay sera mis, comme ça peut servir de support. Voilà, Olivier, Marc, je ne sais pas si vous avez un retour d'expérience éventuellement par rapport à cette approche qui est proposée par Florian de sortir un peu de la bulle de l'entreprise même et de prendre des exemples ailleurs, ou de l'approche par le risque. Disons que dans la bulle de l'entreprise, puisque j'y suis, donc effectivement, j'y suis confronté déjà à la petite échelle de notre PME. Alors je suis assez d'accord avec Florian, hein, bien sûr, sur de partir de l'idée que c'est un actif, l'information, la connaissance, ce sont des actifs de l'entreprise au même titre que les ressources humaines, les bâtiments, tout ça, ça constitue en fait la valeur de l'entreprise, donc on part de ça. Et je pense que tu as bien fait de mettre en premier l'objectif de minimiser les risques, parce que même si c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir le ROI et de chiffrer tout de suite ce que ça peut amener par rapport à la dépense initiale, moi personnellement, mon approche avait beaucoup plus focalisée sur les risques et sur la gestion des risques, parce que là, il y a des enjeux qui dépassent largement les enjeux d'un simple retour sur investissement. On parle même de risques quasiment de survie, enfin parfois dans certaines circonstances. Tout simplement, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a une compétence très pointue et que cette personne soit part en retraite, soit quitte l'entreprise ou n'y est plus active, eh bien oui, là, il y a un véritable risque qu'il faut savoir anticiper. Et s'il n'y a pas eu toutes les mesures prises pour ça, eh ben, on n'y arrive pas ou on est face à des difficultés. Je voudrais juste aussi donner 3 chiffres parce qu'on a fait une étude, on est passé par un magazine qui s'appelle Archimag. On a fait une étude en 2020 sur cette notion de gouvernance de l'information et sur ce que nous, on pouvait amener en tant qu'éditeur de logiciels face à ces enjeux. Et je vais donner 3 chiffres. On avait 200 réponses à peu près sur cette étude, donc 200 structures. 86% des gens qui ont été sondés ont estimé que dans leur entreprise ou dans leur structure, l'information est cloisonnée.
86%. 70% des gens qui ont été sondés considèrent que leur organisation, malgré tous les outils qui ont déjà été déployés, la GED, l'intranet, etc., 70% des sondés considèrent qu'elle n'est pas collaborative. Et dernier élément, et là ça rejoint un peu la notion d'outil, mais là c'était très orienté bien sûr vis-à-vis de notre métier, mais pas loin de 90% des gens pensent qu'une simple plateforme unifiée qui donnerait accès à l'information pourrait permettre d'être plus efficace et de résoudre une grande partie des problèmes qui ont été mentionnés juste avant. Voilà, ça donne 3 chiffres, ça illustre bien la proportion et puis l'importance que revêt la qualité de l'information, la qualité de son stockage. L'actualité récente en France, là, avec l'incendie d'un data center que vous avez sûrement suivi, qui a des impacts terribles sur un certain nombre d'activités, le montre, ne serait-ce que sur l'angle du stockage. Donc voilà, je pense que la notion de risque, pour moi, en tant que chef d'entreprise, elle est beaucoup plus importante à mettre en avant que la notion de simplement le retour sur investissement. Là, pareil, Olivier, si tu pouvais peut-être envoyer un lien qu'on mettrait sur la page du webinaire pour, je ne sais pas si ce dossier-là d'Archimag est consultable librement, ou en tout cas un résumé, parce que les chiffres sont tout de même assez interpellants. Donc, je pense que ça peut aussi servir les participants au webinaire, justement, de se reposer sur ce genre d'études pour convaincre leur management par ailleurs. Absolument. Merci. Marc, tu as quelque chose à ajouter peut-être ? Mais écoute, moi, j'entends bien la position par rapport au risque. Hein. C'est logique. C'est vrai que pour vendre du logiciel et des prestations et mettre en place, améliorer la gestion d'informations, c'est une bonne manière de faire. Je positionne juste la question, est-ce qu'on parle de gestion ou gouvernance? C'est vrai que j'ai commencé par dire on utilise l'un pour l'autre. Hein. Ces deux mots, on sait très bien où commence l'un, où commence l'autre. On utilise l'un pour l'autre dans la même phrase. Une fois on dit gestion, une fois on dit gouvernance. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre la gouvernance au niveau politique. Et dans ce sens-là, moi je fais la différence en disant quand l'outil et quand l'enjeu est une négociation, l'outil est la table de négociation et on fait de la gouvernance. Et quand l'outil est du software, qu'on met du software en place, qu'on vend du software, l'enjeu est plutôt de la gestion de l'information. Et donc, j'essaie de faire la différence comme ça entre gouvernance d'un côté, qui est un côté politique, où on dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de nos données? Est-ce qu'elles sont, hein, comme on a aujourd'hui avec les données de santé publique, elles sont gérées, elles sont dans les systèmes, on a vendu du soft, etc. Mais on ne sait toujours pas si on est d'accord, oui ou non, de mélanger ce set de données-là avec un autre pour faire quoi et dans quelles règles d'éthique. Pour moi, ça, c'est de la gouvernance. Oui. Il y a un positionnement qui est différent. Alors, je suis d'accord avec Florian, il y a un côté un peu révolutionnaire là-dedans, mais pourquoi pas? Parce qu'après 30 ans de digitalisation, le monde a tellement changé qu'il y a peut-être des choses et des enjeux qu'il faudrait voir aujourd'hui et qu'on devrait vraiment gouverner au niveau d'une assemblée et remettre un certain nombre de choses en place. Moi, par exemple, je suis un peu étonné que quand on dit Facebook met en jeu nos démocraties, mais qu'on utilise Facebook pour les communications avec le Premier ministre. Je trouve que c'est un peu paradoxal. Donc voilà, j'amène la discussion à un niveau un peu politique, en effet. Toujours ces instances et la révolution que tu veux mener. Non, oui, bah oui. Mais voilà, mais merci beaucoup pour vos retours. Effectivement, les chiffres que vous avez l'un et l'autre abordés interpellent en tout cas. Je vois aussi dans les commentaires que les chiffres sont impactants et donc on peut espérer s'en resservir pour impacter à notre tour le top management. Et donc, voilà, maintenant on a vu ce qu'il fallait peut-être mettre en avant, enfin, très certainement mettre en avant pour convaincre le top management, mais finalement, comment on y arrive à mettre en place une telle stratégie? Et là, on va passer à la troisième partie et je vais laisser la parole à Olivier. Donc, concernant le point de savoir par où commencer. C'est un sujet tellement vaste, on l'a dit, qu'il y a des aspects politiques, des aspects réglementaires, des aspects technologiques aussi, humains. Donc voilà, Olivier, par où on commence? Simplement. Hop. Parce que là, on est revenu au niveau du début. Donc, je vais peut-être descendre pour vous éviter de rebalayer tous les slides. Toc. Voilà.
simplement que... Voilà. On va laisser l'animation se faire. Donc, par où commencer effectivement Bon, donc j'entends bien ce que disait Marc. C'est vrai que la gestion alimente peut-être la gouvernance et la gouvernance alimente la gestion. Alors nous, on a un point de vue qui est un point de vue d'éditeur de logiciels, de fournisseur de solutions, et automatiquement, on se focalise davantage sur la gestion. Mais en amont de cette demande qu'un client peut nous faire, on a forcément aussi eu des décisions plus politiques dans une structure qui ont amené à nous solliciter pour mettre en place les systèmes qu'on commercialise. Donc en fait, nous, dans notre démarche, on a vraiment 3 axes de travail principaux. On a déjà une planification opérationnelle, c'est-à-dire qu'on arrive avec un outil, certes, mais avant ça, il faut d'abord identifier quelles sont les données, quelle est la connaissance dont on dispose et qu'est-ce qui va pouvoir être diffusé à travers cet outil, avec un principe pour rassurer aussi les utilisateurs et le top management lorsqu'on arrive avec nos solutions, c'est de dire on ne va pas se substituer à un existant, à des outils qui existent, on va simplement amener une plateforme supplémentaire, certes, mais qui, elle, aura pour objectif de fédérer, de rassembler et de mettre en relation peut-être tous ces outils qui manquent de communication. On l'a vu dans le chiffre que j'évoquais juste avant. On a un deuxième axe qui est une démarche de qualité, et là, c'est très important parce qu'on défend quelque part les métiers aussi de nos clients, les knowledge managers ou les doc scientists, enfin, on les appelle un peu comme on veut, mais disons les personnes qui sont garants de la qualité de l'information et de son référencement. Et l'objectif, là, c'est de montrer qu'on peut à la fois répondre à leurs demandes et en même temps ne pas alourdir les processus qui ont amené à la création de la connaissance ou des documents, parce que forcément, s'il y avait un alourdissement, il y aurait une réticence, qui peut se comprendre. Et puis, troisième axe, et non des moindres, c'est un travail de sensibilisation, et là, on rejoint peut-être davantage la gouvernance, c'est en même temps qu'on identifie les informations à diffuser et qu'on rationalise et qu'on réglemente, disons, la production d'informations, il y a un travail de sensibilisation à faire. On prépare le terrain, et là, on peut le faire au niveau des utilisateurs, mais on peut le faire, bien sûr, au niveau du management, ce qui est très important. Le soutien du management dans un projet comme celui-là est capital. Alors, concrètement, je vais un peu vite. Un cran en arrière, voilà. Donc, concrètement, l'outil qu'on va mettre en place, c'est un portail. C'est un outil supplémentaire, certes, mais qui, lui, va permettre de recevoir progressivement l'information qu'on aura identifiée comme étant importante et cruciale dans une organisation. Donc, je rappelle, on ne remet pas en question l'outil métier peut-être qui a servi à produire cette information, que ce soit un ERP, un job board, enfin tous les outils, une CRM, tous les outils qu'on manipule au quotidien. Et nous, notre objectif, ça va être de fédérer l'ensemble des informations qui sont produites par ces outils métiers, de la digérer et de la rendre accessible à l'ensemble des collaborateurs. Donc, ça veut dire on ne va pas forcément diffuser l'information telle qu'elle est dans ces systèmes métiers, parce que là, elle est très pointue, mais on va la simplifier et on va surtout donner accès, et c'est à travers le portail qu'on peut le faire. Donc, on a un cas client, alors j'aime bien les cas clients parce que ça concrétise les choses. J'ai un cas client qui est de la direction juridique d'un grand groupe d'assurance que je ne peux pas citer pour des raisons de confidentialité, on est dans la gouvernance de l'information, donc ça tombe bien, qui a mis en place un intranet, donc c'est la direction juridique, parce que c'est un groupe d'assurance et que le juridique dans l'assurance, on comprend bien que c'est une entité stratégique, donc qui a mis en place cet intranet et qui a permis d'accéder à tout un tas de documents qui avant étaient relativement cloisonnés, donc des études, des articles, des dossiers de veille, des articles de presse, avec des accès qui sont soit par type de document, soit par géolocalisation, parce que la législation internationale est aussi une donnée importante dans le cadre d'un acteur de l'assurance. Voilà, donc on a mis en place un environnement qui est un environnement ergonomique, agréable, facile à utiliser avec un moteur de recherche et qui permet à tout utilisateur d'avoir accès à un digest de cette information qui est produite. Et là, en l'occurrence, dans ce groupe d'assurance, elle est digérée par les doc scientists, par les knowledge managers qui, eux, leur métier, c'est de les collecter et puis surtout de les sélectionner pour qu'elles soient pertinentes vis-à-vis des usages qu'il peut y avoir derrière dans les services. Voilà ce premier exemple, donc à travers un portail fédérateur qui est la première réponse logicielle à ce besoin de gouvernance de l'information. La deuxième réponse, eh bien, c'est l'outil métier en question. C'est celui qui va permettre au knowledge manager de structurer, de rationaliser son information qui est produite. Donc là, l'objectif, là, c'est de rassembler dans un outil
l'ensemble des métadonnées descriptives de tous les documents, de sorte qu'ensuite elles vont pouvoir être manipulées, scénarisées, mises en relation les unes avec les autres. Et là, on dispose de tout un tas d'outils qui nous permettent de faire ça. Genre, je prends un exemple assez classique, c'est le thésaurus. Bon, un thésaurus, ça peut être un thésaurus thématique, ça peut être un thésaurus géographique. Voilà, il peut y avoir différents thésaurus dans une organisation, mais le simple fait de créer un thésaurus ou plusieurs thésaurus et de rendre ce thésaurus obligatoire ou tout au moins validé par l'ensemble des services et du management fait que, de fait, on facilite la communication, on parle des mêmes choses, et dans un moteur de recherche, un thésaurus, c'est capital. Donc là, on a également un cas client qui était, que je cite, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la préservation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est dans un acronyme plus court, l'INRS en France. Donc, c'est une association qui propose en fait des services aux entreprises pour tous les salariés qui relèvent du régime de la sécurité sociale. Alors, eux, ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient d'abord plusieurs interlocuteurs dans le cadre du projet qu'on a été amené à mener. Il y avait le service de documentation, donc ce service où il y a des doc managers, des knowledge managers, la communication, qui avait un rôle très important, et l'informatique, bien entendu, puisqu'on est dans le cadre de la mise en place d'outils informatiques. Et là, ils avaient à rationaliser leur système d'information qui était composé de 4 outils différents et de 9 bases différentes, qui étaient elles-mêmes cloisonnées par le simple fait que c'était des outils distincts. Et donc, il a fallu faire converger l'information descriptive de l'ensemble de ces outils et la rassembler dans cet outil général qu'on a mis en place pour eux et qui a rendu possible l'interrogation sur l'ensemble des données, tout simplement. Et il y a eu également, dans le cadre de ce projet, une interface qui a été faite avec un outil existant qui était un outil de JET, qui était un parapheur électronique, donc pour la partie signature électronique. Et ça a été également un des points très structurants du projet. Voilà pour l'outil métier. Et puis, dernière réponse, eh bien, c'est une offre dans le cadre du service que nous, on est amené à prodiguer autour de nos produits. C'est une offre d'accompagnement autour de l'UX/UI pour préparer, visualiser, impliquer, faire en sorte qu'on visualise d'avance les outils qu'on va mettre en place dans le cadre des projets que l'on mène. Donc là, on va essayer de mettre en avant toutes les étapes du processus. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'idéation. C'est le moment où on va mettre un peu sur la table l'ensemble des enjeux d'une entreprise ou d'une organisation, de faire le tri, de la débattre, parce qu'il peut y avoir également aussi au sein d'une organisation des débats sur la nature de l'information et sur la façon de la mettre en avant. Ensuite, il va y avoir ce filtrage des enjeux. Donc là, on a des groupes de travail qui vont pouvoir aligner la stratégie de l'organisation et en sortir un cahier des charges. On met ensuite en place des scénarios qui sont des scénarios d'usage, qui vont permettre de confronter les enjeux ou ce qu'on a identifié comme étant des enjeux avec la réalité de la façon dont ça peut se présenter à l'utilisateur. Et puis aussi des profils d'utilisateurs, donc ce qui s'appelle les personas dans une démarche UX/UI. Donc là, on met également en œuvre la notion de public et de quels sont les usages et quels sont les utilisateurs. Et puis la dernière phase, c'est la phase de design. C'est le moment où on va concrétiser les choses et là, on va la confronter à la réalité, on va mener des étapes de test. Là aussi, j'ai un cas client à évoquer, donc, qui est celui du laboratoire de recherche des monuments historiques. Donc, en fait, c'est un énorme laboratoire qui apporte une assistance scientifique et technique à des travaux de conservation et de restauration des monuments historiques en France. Ce sont eux qui travaillent, par exemple, sur le fameux chantier de Notre-Dame de Paris, donc un énorme chantier pour eux. Et eux, ils ont mené cette démarche du X qui a permis d'aboutir à un portail et puis à des outils internes de gestion de l'information et des documents. En fait, initialement, ils voulaient travailler sur un portail intranet avec la diffusion de toutes les ressources que rassemble ce laboratoire. Et au final, ils ont mis ensemble deux sites, l'intranet et le site internet, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui pouvaient être diffusées également à l'extérieur et que le même outil pouvait assumer les deux aspects. Et le travail d'ergonomie, le travail du X a permis de mobiliser toutes les équipes et de mettre en place des outils, comme par exemple un accès par pôle avec une frise thématique. Donc l'accès par pôle, c'est dans le cadre d'un laboratoire sur les monuments historiques, c'est par exemple le pôle béton ou le pôle pierre ou le pôle bois, donc tout ce qui permet d'accéder à l'information par un angle sur la matière en elle-même, ou un accès géographique. Et puis cette fameuse recherche par thésaurus dont je parlais juste avant, ils ont je crois plus de 10 thésaurus dans ce laboratoire, donc 10 modes d'accès différents qui ont dû être rassemblés et mis en scène à travers le moteur de recherche. Donc il y a eu
cette phase d'étude préalable du X qui a conduit à mettre tout le monde d'accord en fait sur la façon de communiquer l'information, la façon de la mettre en scène, ce qui a permis d'avoir un bon succès au niveau de ce client et de ce dossier, une satisfaction à l'arrivée. Voilà les différentes réponses que l'on est en mesure, nous, d'amener face à cet enjeu de la gouvernance de l'information et peut-être de la mise en œuvre concrète à travers un nouvel outil de la gestion de l'information. Parfait, merci Olivier. On a bien compris l'intérêt et l'importance cruciale de partir de l'existant et d'accompagner justement les organismes vers la gouvernance de l'information et pas voilà, il n'y a pas d'outils miracles ou de méthodologie miracle dans ce cadre-là. Marc, peut-être peux-tu interagir, répondre à ce qu'Olivier vient d'évoquer, échanger à ce sujet? Non, mais je pense qu'il a terminé, il a terminé avec les thésaurus. Les thésaurus, c'est quelque chose d'important dans notre monde de la gestion d'information, les vocabulaires contrôlés. Et voilà, et donc je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise, quoi. Quand on parle de gestion, de gouvernance, qu'est-ce qu'il y a derrière? Les personnes qui sont autour des tables ont des profils, des expériences différentes, donc c'est vraiment clé de correctement définir les mots qu'on utilise. Vive les thésaurus. Ça peut se résumer à ça, oui. Florian, peut-être d'autres éléments et englober tout ça? Oui, non, mais je trouvais ça intéressant, ici, les explications d'Olivier. Et je trouve justement sur ce dernier retour d'expérience que tu mentionnes, où on a bien en fait l'approche, comme je mentionnais, le fait de rationaliser en fait un petit peu les approches où tu dis, voilà, à un moment donné, ils se sont dit, ben, intranet, extranet, on a les mêmes outils, on doit partager de la même façon, etc. Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Et donc ça, c'est typiquement pour moi, ça rentre effectivement. Alors, la mise en place, je dirais, de ces différents outils est plus du ressort de la gestion de l'information, puisque voilà, on va faire l'analyse besoin, on va voir comment mettre en place ces outils. Mais effectivement, cette question de rationalisation, mais là, on monte entre guillemets un petit peu un niveau dans l'organisation. Donc, c'est plus une vision d'ensemble. Et donc là, on arrive dans ce qui est gouvernance de l'information pour moi, qui, comme je le mentionnais, pour moi, c'est plutôt vraiment au niveau plutôt stratégique et tactique de l'organisation et de l'entreprise qu'on va se trouver. Et quand on fait de la gestion de l'information, on est plus au niveau opérationnel. Et j'avais peut-être juste une petite question pour toi, Olivier. Du coup, dans ces projets-là, est-ce que vous aviez eu, parce qu'on n'a pas parlé, par exemple, dans ce qu'on peut mettre en place, tout ce qui est, par exemple, politique de gestion de l'information, est-ce que vous avez eu, dans les différents cas d'exemple, vous avez dû faire cette politique et où est-ce que vous avez interagi, par exemple, avec la partie sécurité de l'information, avec la partie privacy? Non, généralement, on interagit. Enfin, nous, on apporte l'UX, hein, on apporte une réponse qui est assez opérationnelle malgré tout, même si elle touche forcément à la stratégie. Mais généralement, soit les structures disposent elles-mêmes des interlocuteurs qui permettent de travailler en amont, soit il y a d'autres prestataires qui peuvent intervenir en même temps que nous, hein, ce qui était le cas par exemple sur le groupe d'assurance que j'évoquais au début. Donc là, on travaille main dans la main et on travaille en parallèle parce que ce qui est important, moi, ce que je voulais exprimer, en fait, c'est que la mise en œuvre de ces outils génère les questions. C'est pas toujours évident lorsqu'on se met autour d'une table qui est vide de dire bon, bah, maintenant, on va travailler sur la gouvernance, ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que le fait d'avancer pas à pas permet de concrétiser, de visualiser les choses et ça fait gagner beaucoup de temps. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Non, c'est vrai que c'est important aussi. Enfin, pour moi, je me rends compte dans certaines organisations chez qui je peux travailler où on mène différentes missions. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir la vision de la gouvernance de l'information et donc concrètement ce qu'on veut faire et où on veut aller. Bon, alors c'est vrai que parfois la vision du coup se détermine, comme tu dis, hein, un peu pas à pas en fonction de ce qu'on découvre et des opportunités qu'on identifie. Mais c'est sûr que parfois c'est pas toujours évident. Surtout, enfin, moi j'ai plus l'habitude des très grosses organisations, des très grosses structures où parfois la gestion de l'information est un peu coincée dans, dans un petit organigramme. C'est plus les caves, mais presque. Justement, Florian, je vais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à une question qui vient d'être posée dans le chat.
Donc, on a Berdereau du SPRB qui nous pose la question, la fonction Knowledge Manager, donc qui peut sans doute s'étendre à Information Manager, etc., est encore très récent et pourtant innovatif. Mais dans quel rôle ou plutôt où sera sa position dans l'organigramme d'une entreprise? Donc, à vous trois, peut-être, quel est votre point de vue sur la place de nos fonctions ou de la fonction Information Governance ou Knowledge Management, voilà, où vous la placez dans l'organigramme d'une organisation? Lance, allez. En quelques mots, hein, parce qu'il reste très peu de Pour temps. moi, c'est assez simple. C'est au plus haut possible. Et l'idée étant, c'est pour ça qu'on parle de gouvernance de l'information et que je fais souvent le lien avec tout ce qui est dans la gouvernance de l'information, donc sécurité de l'information, privacy. Et donc, on doit être un peu l'équivalent en fait, d'un DPO ou d'un CISO dans une organisation. C'est-à-dire c'est des gens qui vont conseiller, qui vont donner des avis, qui vont définir des lignes directrices et puis qui vont discuter avec les équipes de terrain, avec les équipes informatiques pour s'assurer que ce qui est mis en place opérationnellement correspond en fait au cadre qu'on a défini. Donc, le rôle d'un CISO en sécurité de l'information, c'est la même chose. Le rôle d'un DPO, c'est la même chose. Ce n'est pas eux qui font tout. Mais ils doivent cadrer et s'assurer que tout le monde suit le cadre. En fait. Ouais, moi, j'aime bien cette comparaison, effectivement, elle est assez synthétique. Donc, au plus haut, je suis absolument d'accord. Après, tout dépend peut-être aussi de la nature de l'organisation. Je parlais du juridique pour un groupe d'assurance, mais ça peut être la communication ou ça peut être dans un environnement plus industriel, ça peut être la production. Donc, parfois, on a aussi la possibilité de se rattacher à l'entité qui est la plus représentative de la nature de l'activité. Et c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à mener des projets qui s'imposent d'eux-mêmes comme étant la règle, disons. Dans les grosses structures dans lesquelles on intervient, on a même parfois constaté des choses assez amusantes, c'est que lorsqu'on met en place les outils et qu'ils rencontrent un certain succès, en jouant justement sur la criticité du juridique ou de la communication ou autre, eh bien, on arrive à avoir des gens qui, au final, se manifestent en disant mais pourquoi j'y suis pas moi et qui spontanément réclament à faire partie du système, ce qui l'alimente de manière un peu automatique. Oui. Et moi, ce que je dirais, c'est que c'est vrai qu'il y a plein de formes différentes d'organisation. Attends, mon micro est coupé. Non, pardon. Et que, par exemple, il y a des organisations qui mettent en place des centres de services partagés. Et donc, on essaie de regrouper ça, d'organiser ça dans les organisations, cette fonction d'information management. Et ces centres de services partagés peuvent avoir deux rôles. C'est de nouveau une question politique, ou bien on dit ces centres de services partagés exécutent, font le job, ou bien coachent les personnes dans les départements. Et donc, c'est vraiment, ça s'invente aujourd'hui, vraiment dans toutes les organisations, suivant les contraintes et leurs circonstances, ce sont des choses qui s'inventent au jour le jour. Merci. En guise de conclusion, parce qu'on arrive, enfin, on est déjà au terme de l'heure que nous voulons dédier à cette thématique, mais en guise de conclusion, je vais quand même reprendre les deux dernières questions qui sont apparues dans le chat. Donc, si vous pouviez y répondre de manière succincte, je ne sais pas si tout le monde, enfin, si tous les intervenants veulent y répondre, mais la première est en lien plus avec les ressources humaines quelque part. Donc, c'est comment convaincre quand il existe une méfiance et une fatigue, il faut bien le dire, des démarches de gestion documentaire. Comment convaincre que ce n'est pas quelque chose de plus, que ce ne sont pas des procédures supplémentaires, que ce n'est pas quelque chose qui va venir alourdir finalement le travail qui est déjà effectué en fait. Je pense que la fatigue des démarches de gestion documentaire, elle existe dans pas mal d'organisations parce qu'il y a eu des difficultés dans les projets de rollout de gestion documentaire. Et souvent, ça s'est fait, c'est un peu parti comme je disais, c'est un peu parti de la boule orange. Il y a des nouvelles technologies, on essaye ces nouvelles technologies, et quelque part, on pousse ces nouvelles technologies, mais la partie politique, organisationnelle du why, pourquoi est-ce qu'on fait ça et quelle priorité mettons, n'a pas été autour de la table. Et donc, je pense que quand il existe une méfiance, la meilleure chose, c'est d'en parler ouvertement, mettre les gens autour de la table et discuter des enjeux. Parce que ce que je pense, c'est que sans gouvernance de l'information, la gestion n'est peut-être pas cadrée correctement et que c'est un risque à éviter dans un monde digital. Ok.
ne sais pas si vous avez d'autres éléments. La dernière question est peut-être plus pour Olivier par ailleurs. Florian, tu voulais intervenir? Ouais, peut-être juste reprendre à celle-ci et je laisse la dernière à Olivier alors du coup. Non, mais moi je dirais juste que ce qui est important maintenant, c'est il y a pas mal de recherches en tout ce qui est archival science, ce genre de choses, si vous suivez un petit peu les documents, de repenser en fait la façon dont on fait de la gestion de l'information. Et donc là, on n'est plus au niveau de la gouvernance, mais plus au niveau de la gestion de l'information, mais les deux sont liés évidemment. Parce qu'on a eu tendance pendant très longtemps à vouloir faire des choses, des systèmes entre guillemets qui sont un peu picobello, qui vont répondre à 100% aux besoins de records management ou d'archiving. Mais je pense qu'on doit un petit peu lâcher du lest, enfin, c'est mon point de vue, et de se dire que si on arrive à faire 75 à 80% du job avec les outils en présence, c'est nécessaire, c'est déjà bien en fait. Il faudrait se contenter de ça et se concentrer sur ça, ce qui fonctionne. Et donc du coup, il faut un petit peu parfois revoir sa position et son approche par rapport à la gestion de l'information de ce qui a déjà été fait dans le passé. Et là, on peut s'appuyer justement beaucoup sur les nouvelles technologies, tout ce qui est en ce moment, c'est un peu trendy, l'intelligence artificielle, même si ça existe depuis 15 ans. Mais il y a des technologies qui sont vraiment matures maintenant quand on parle de l'OCR et puis l'extraction de métadonnées, quand on parle de classement, classification automatique, quand on parle de reconnaissance d'images. Enfin, tout ce genre de choses peuvent nous aider, nous, derrière, à mettre en place nos règles. Et du coup, ça rend en fait les projets de gestion d'information un peu sexy. Puisqu'on va utiliser de nouvelles technologies, si vous pourrez, enfin voilà, il y a la blockchain aussi qu'on peut utiliser maintenant, où on fait des super projets en gestion d'information. Donc voilà, c'est peut-être une nouvelle façon d'aborder les choses et d'appréhender nos projets. Ok, merci. Et donc, Olivier, la dernière question est plus par rapport à ce que tu as évoqué. Donc, par rapport à l'expérience utilisateur, je lis la question telle qu'elle est, hein, mais invitez-vous le top management, middle management à participer à la définition des parcours utilisateurs pour favoriser une prise de conscience et un meilleur sponsor dans les projets de gouvernance de l'info. Donc, est-ce que le top et le middle management doivent ou devraient être impliqués, ou est-ce que vous avez une expérience par rapport à ça, ou est-ce que c'est uniquement du rapportage in fine? Non, il est absolument nécessaire d'impliquer le management dans cette démarche. C'est absolument nécessaire. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir quelque chose qui est déconnecté peut-être de la réalité ou tout au moins de la vision stratégique que peut avoir ce management. Et c'est là, c'est même dès le démarrage de la phase du X qu'il faut confronter les enjeux que les services ont identifiés avec ceux que le management imagine. Et parfois, on a des surprises, hein, mais ça permet une prise de conscience de part et d'autre, je pense, cette démarche. Ok, donc l'intégration doit se jouer à tous les niveaux et pas uniquement l'utilisateur final. Tout à fait. Finalement. Ok, mais merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions et je vois aussi qu'on a dépassé le temps. Donc, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Un tout grand merci à nos 3 intervenants du jour. Et voilà, on publiera la vidéo du webinaire sur le site de l'AFB très prochainement. Encore un tout grand merci à nos intervenants pour leur input très intéressant, et aussi merci aux participants pour leurs questions dans leur chat. Ça permet un peu de remettre un peu d'interactivité dans ce monde digital. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite bon appétit si ce n'est pas encore fait, et une très bonne journée quoi qu'il en soit. Sarah, je te laisse peut-être boucler. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Peut-être rappeler pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, au tout début du webinaire, j'ai annoncé effectivement le report du salon Préserve Info à cause des conditions sanitaires, donc il sera reporté en 2022. Mais sachez que nous gardons toujours le cap des webinaires, et donc le dernier webinaire qui a été prévu est toujours d'actualité. Donc, ce dernier est prévu le 8 avril prochain sur la facture électronique. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous inscrire, et vous recevrez de toute façon les informations nécessaires pour participer à ce webinaire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.